Bonjour, aujourd'hui dans ce podcast Gestiforme, pour vous, avec vous, nous allons rencontrer Patrick. Patrick, quelqu'un que je connais bien depuis quelques années dans différentes activités. Et aujourd'hui, Patrick est là quelques minutes avec nous pour partager sa riche expérience. Salut Patrick, Bonjour Jean-Pierre. merci d'être là, merci de prendre du temps pour partager ta grande expérience et de nous embarquer dans un retour en arrière pour mieux venir à aujourd'hui. Alors peut-être brièvement, qui es-tu Patrick et quelle année tu nous proposes d'aller visiter avant de revenir en 2025? Alors d'abord, je vais être présent. Je vais partir sur 1965. On est en 2025, ça fait 60 ans. Alors c'est un peu long 60 ans pour raconter ça en quelques minutes. Mais avant d'en arriver là, un petit rappel. Effectivement, je suis connecteur de talents, promoteur d'opportunités. Derrière ces mots qui sont effectivement un jingle intéressant, se cache non, se cache pas d'ailleurs, un pêcheur de perles, ça c'est pour les dames, ou un chasseur de têtes pour les messieurs, les dames étant plus douces, les messieurs parfois un peu agressifs. Ceci dit, pourquoi revenir sur 1965? Entre 1965 et 2025, bien sûr il y a 60 ans, mais il y a surtout une feuille de papier à cigarette. Alors évidemment, si je fais référence à Bob Dylan, tout le monde ne connaît pas, hein, ou à Hugo Frey, encore moins, parce que c'est très vieux. On ne va pas y rester longtemps, mais qu'est-ce qu'ils chantaient à cette époque? Ils chantaient, ils avaient mis c'était 65, c'est un peu avant 68, hein. La chanson s'appelait «Les temps changent» Mhm. et ce qui m'a frappé, avant de préparer ce petit entretien sur ce sujet, c'est que dans «Les temps changent», les premières strophes disent: «Braves gens, la mer commence à monter». C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. À voir, tout ce qu'on a, les inondations et autres. Le deuxième couplet commence par: «Parents, vous n'arrivez plus à maîtriser vos enfants». On peut remarquer que quand même, en 60 ans, on en est au même constat. Troisième paragraphe: «Messieurs les députés, vous n'écoutez plus votre peuple». Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un parallèle à établir. Au-delà de ces parallèles, Patrick, Oui. c'est intéressant, tu viens de nous parler que les temps changent. Alors, comme on va garder un peu cette logique de l'actualité, aujourd'hui, alors qu'est-ce qui a changé en 60 ans? Alors pas grand-chose, les problématiques sont les mêmes, c'est toujours la relation humaine, c'est toujours la problématique de l'entente entre les peuples, entre les gens, dans les familles et cetera. Mais par contre, il y a une légère différence. Le temps, s'écoule aujourd'hui à la même vitesse, sauf qu'il va beaucoup plus vite. Ça paraît paradoxal. Si on revient aux moyens de communication qu'on avait en 1965 et ce qu'on a aujourd'hui, la problématique, c'est la rapidité, justement, non pas des changements, mais de l'évolution. La transformation est permanente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend une décision à cause d'une vision qu'on a du futur et déjà on est planté sur la vision et la décision est à revoir. Donc on est en permanence dans l'adaptation entre l'instant présent et ce qui se déroule. Alors, bien sûr, j'ai une expérience, je ne vais pas vous parler du passé en vous disant que c'était mieux avant, c'est pas mon propos. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que j'aimerais bien que maintenant ça ne soit pas pire qu'avant. Et quand tu parles de pire qu'avant, on va peut-être, là faire, un saut sur le domaine professionnel parce que le domaine privé, on pourrait en parler des heures, mais restons sur le champ professionnel. Qu'est-ce qui est devenu pire qu'avant selon toi et par ta grande expérience que tu as accumulée? Alors, je peux dire que ce qui est, à mon avis, pire, c'est la manière dont, les méthodes, notamment, c'est même pas les méthodes. Les méthodes, ce ne sont que des processus, ce sont des techniques et autres, c'est pas ça le souci. C'est comment les gens, notamment en charge du recrutement, on traite les problèmes maintenant. Comment est-ce qu'on les traite aujourd'hui alors? Eh bien, avant, on parlait de descriptifs de poste, on a toujours des descriptifs de poste, sauf qu'avant, on avait peut-être une vision un peu plus souple de la description de poste. Aujourd'hui, on est totalement tunnelisé et au lieu de penser, on pense beaucoup en silo. On a beaucoup de spécialistes, on a à peu près des spécialistes dans tout. Quand je parle au conseil d'administration, j'ai un spécialiste des finances, j'ai un spécialiste de la com, j'ai un spécialiste du personnel, seulement ils ont pas beaucoup d'interchangeabilité et aujourd'hui, il faut être transversal. Il faut fonctionner à 365 et dans toutes les dimensions. Avant, on était un peu linéaire. Aujourd'hui, on est multidimensionnel.
Ça veut dire que quand on aborde les situations, il faut les prendre dans leur globalité, avec de la hauteur et de la profondeur de champ et ça, c'est très compliqué. Donc c'est la différence essentielle. Avant, le temps s'écoulait à la même vitesse, mais au bout du compte, on avait un peu plus de temps. Aujourd'hui, tout va vraiment très vite et il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent parce qu'effectivement, on n'a pas cette ampleur, on reste un peu linéaire alors qu'il faudrait être beaucoup plus global. Donc tu parles de globalité, peut-être revenir sur ton expérience dans le recrutement. Aujourd'hui, il y a différents enjeux. Tu parles de la vitesse qui finalement est beaucoup plus élevée que par le passé. Quels enjeux, toi, tu vois aujourd'hui ou peut-être demain concernant le recrutement? Alors je pense que d'abord, on a une approche du recrutement un peu à courte vue. On est dans l'immédiateté, on a absolument besoin de compétences et c'est depuis toujours comme ça. Mais on oublie que comme ça va tellement vite, il faudra aussi pouvoir découvrir quelles sont les potentialités, comment on peut élargir le champ d'intérêt, que l'on peut obtenir des enfin pas obtenir, mais le champ d'intérêt que présentent les individus et leur je viens de le dire déjà et leur potentialité. On est un peu trop fixé sur le tout de suite et maintenant. Or, quand on recrute, il serait intéressant de se projeter en disant: «Mais cette personne, comment va-t-elle pouvoir être un levier de performance pour ce qui s'annonce?» Alors là-dedans, bien sûr, on intègre l'intelligence artificielle. Alors justement, venons-en à cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans le recrutement, il n'est pas rare d'entendre des recruteurs constater que l'offre d'emploi a été répondue par le biais d'intelligence artificielle. Quelqu'un a réalisé son CV ou sa lettre de motivation par ce biais-là. Et le décalage entre la personne et le contenu de la lettre est des fois important. Comment toi, en tant qu'expert du recrutement, tu apporterais peut-être des pistes pour faire, cet équilibre, ou identifier les différences entre, ce que j'ai reçu comme dossier et comment valoriser les compétences de la personne qui est en face de moi? Alors, en un mot avant sur l'intelligence artificielle, c'est un outil extraordinaire de traitement des données, ça c'est sûr. Hem, c'est aussi un bel enjoliveur qui déforme un peu le prisme en présentant effectivement, de manière extrêmement bien emballée, les profils et autres. Ça veut dire que même quelqu'un qui est pas très doué pour rédiger se retrouve d'un seul coup un extraordinaire conteur, et autres. Et donc comment faire face à ça justement? Bah, ça veut dire que l'intelligence artificielle permet effectivement de recevoir des CV, mais à un moment donné, on pourra dire tout ce qu'on veut, c'est le face à face qui va commencer à compter. Donc, l'intelligence artificielle présente un peu la vitrine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrière-boutique et parfois ce qu'il y a dans les stocks. Alors Donc, Patrick, c'est ça là où ça m'intéresse, c'est ton arrière-boutique et tes stocks à toi. Quel est ton stock d'astuces ou de finesses que tu utilises ou que tu as accompagné finalement différentes entreprises pour pouvoir identifier, bah, l'adéquation de la personne avec, le poste, à repourvoir? alors, je pourrais dire que, en tout cas, ma posture, c'est la souplesse. Bien sûr qu'on doit toujours, présenter des candidatures qui correspondent à ce que l'entreprise attend. Mais il faut pas être non plus, comment dire, absolu sur les exigences qui sont posées. Je pourrais, citer un exemple, peut-être que certains se reconnaîtront parmi ceux qui m'écoutent, mais je nommerai pas une entreprise en particulier, mais il s'agit d'une entreprise où on avait besoin absolument d'un ingénieur agronome. Ça, c'était le numéro un. Il nous fallait un ingénieur agronome. Alors, en fait d'ingénieur agronome, j'ai présenté un diplômé d'une école, de l'université de Louvain, diplômé dans le domaine de la philosophie, et qui n'était pas ingénieur agronome. Mais Et de cet exemple, réaction, mais monsieur Debray, on prendra pas cette personne qui n'est pas ingénieur agronome. Or, avec ces exigences qui sont fermées et la tunnelisation, comme j'ai déjà utilisé ce mot, on s'enferme dans des principes qui font qu'on aurait pu trouver j'aurais pu trouver un ingénieur agronome, mais qui aurait pu être une personnalité intéressante. ah, Oui, oui, alors je mais intéressant le fait que tu as été un petit peu à contre-pied et puis tu as trouvé un autre profil. la problématique, c'est que là, j'étais devant le conseil d'administration, je leur ai demandé s'ils étaient ingénieurs agronomes, ils m'ont dit: «Oui» et quand je leur ai dit: «Est-ce que c'est utile à votre métier aujourd'hui?» Ils m'ont dit: «Bah, finalement non, c'est pour ça que cette personne a été engagée comme directeur général». Donc une forme de diversité Mais oui, le des problème, profils. c'est que même si on utilise l'intelligence artificielle, à un moment donné, on rentre des données
et c'est les données qu'on rentre qui nous donnent le résultat qu'on obtient. Et quand on cherche, vous donnez ou tu donnes comme instruction de recruter une personne qui a tel profil ou telle compétence, tu t'enfermes dans quelque chose. Et même avec l'intelligence artificielle, on tunnelise. Alors on te l'a fait jolie, la mariée est très belle, mais ça reste toujours, c'est pas forcément authentique. Alors sortons un peu On de sort de ces tunnels. ça, la Sors la de ces tunnels, si tu es d'accord. oui, oui, On pourrait encore en débattre oui et longtemps. puis on n'a pas beaucoup de temps, mais Voilà. je crois que l'essentiel, c'est le contact et l'entretien. Et puis finalement, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Moi, je dirais plutôt: «Dis-moi ce que tu as réalisé et je saurai ce que tu peux faire». Et ce qui est aussi intéressant, c'est de fouiller un peu plus loin que le fameux profil d'exigence pour voir quels sont les talents, sinon les talents cachés, les autres talents qui représentent un fort potentiel. Et dans les postes, aujourd'hui, ma vision de l'organisation, si c'est possible de l'aborder en quelques minutes, on cherche beaucoup de spécialistes, on cherche des gens qui exercent des fonctions. Pourquoi attacher à leurs fonctions d'autres éléments de compétences qui pourraient être aussi utiles à l'entreprise? Ça veut dire qu'un directeur marketing pourrait très bien avoir des compétences dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le marketing, mais qui pourrait être utile à la société. On pourrait intégrer des personnes qui sont dans des fonctions différentes, enfin qui sont dans des fonctions déterminées pour participer à des projets où une part de leur expérience qui ne figure pas dans leur cahier des charges pourrait être utile pour avancer. C'est le plein emploi des compétences des gens. Or, on est restreint dans ce domaine. Donc tu parles du plein emploi des compétences des gens, c'est une vision très intéressante effectivement. Et puis là, on va revenir à des managers, des personnes qui ont peut-être pas toujours, les moyens de faire appel à un spécialiste comme toi pour leur recrutement. On va peut-être, revenir sur des notions plus concrètes avec, le recrutement, le questionnement. Aujourd'hui, tu parlais de l'époque d'avant. L'époque d'avant, c'était des questions: «Parlez-moi de vos 3 qualités, vos 3 défauts». Oui, oui. Aujourd'hui, 2025 et dans le futur, avec justement ces enjeux, toi, quelles questions tu poses à la place ou qu'est-ce que tu proposes de poser comme question pour aller identifier ces compétences dont tu parlais tout à l'heure? Moi, ce qui m'in enfin, pas ce qui m'intéresse, mais ce qui me semble important, c'est ce dont les gens ont envie. Qu'est-ce qu'ils veulent réaliser? Comment ils abordent leurs fonctions et comment ils abordent leur collaboration? Qu'est-ce qu'ils pensent apporter à l'entreprise, peut-être même au-delà de leurs connaissances de spécialistes? Donc, avoir un éventail aussi large que possible. Et puis, on parlait effectivement des critères de recrutement. Essentiel pour moi, c'est effectivement les valeurs. Au fond, pour moi, il y a pas de recrutement sans une culture d'entreprise parfaitement claire. Et au risque de choquer, on aborde des éléments comme l'intégration de la diversité, l'inclusion, enfin bref, un certain nombre de choses qui pourraient laisser dire que tout est tout le monde finalement devrait même accéder à certains postes. Moi, je prétends, au risque de choquer, les gens qui vont nous entendre, que le recrutement, c'est de la discrimination. C'est hard à entendre, mais dans le bon sens du terme. C'est discriminer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Mais c'est aussi discriminer ce qui pourrait être accessoirement très intéressant. Donc ça n'a rien à voir avec de la ségrégation. Mais il s'agit de bien faire la différence entre ce qui est nécessaire, ce que l'on veut et aussi ce que l'on ne veut pas. Mais ce que l'on ne veut pas, c'est aussi un enfermement. Donc je suis très prudent sur le ce que l'on ne veut pas. C'est intéressons-nous à ce qui peut-être nous intéresse pas, mais qui pourrait être intéressant. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire là, hein? Mais ça nous projette un peu dans le futur et c'est là où j'aimerais t'embarquer. On a commencé cet entretien en faisant un saut sur 1965. Nous sommes aujourd'hui en 2025 au moment où on enregistre ce podcast. Patrick, je t'embarque en 2045, dans 20 ans. 20 ans va nous séparer entre ce moment et bah, voilà, 2045. D'après toi, 2045, qu'est-ce qui aura changé? Alors c'est une, question très intéressante qui permet de laisser libre cours à ma créativité. Alors d'abord un peu d'humour.
On sera tous à la plage dans un monde extraordinaire. Nous serons payés gratuitement à ne rien faire. Tous les matins, on fera notre petit podcast, à l'intelligence artificielle. Les robots seront rémunérés à notre place. Ils nous rétrocéderont un peu de choses pour qu'on puisse, nous, profiter de la vie. Je pense même qu'on n'aura même plus besoin d'argent tellement ce sera délicieux. Et donc là, Donc c'est le côté créatif qui parle, ouais, c'est c'est le côté intéressant. c'est le côté créatif. Hem, Et en en plus concrètement, comment tu en peux réali te projeter dans ce En domaine? réalité, je pense qu'on sera tous, enfin les personnes là seront plutôt multicasquettes et je crois qu'on sera dans des c'est ce que je recherche d'ailleurs chez les gens maintenant, hein, seront plutôt à on sait déjà on exercera ou on exerce, ça fait déjà longtemps, plusieurs métiers. Donc c'est le problème du côté éphémère. On risque de vivre dans un monde où les choses ne seront pas forcément, inscrits dans le marbre. Ça sera donc de l'adaptation permanente. Mon souci, c'est OK, où on en sera, mais qu'est-ce qu'on aura fait de l'humanité ou de l'humain? Parce que maintenant, on parle aussi du transhumanisme. Alors, je m'imagine bien, allez, dans 20 ans, j'aurai un bras, différent qu'on m'aura greffé sur mon propre bras, mon cerveau sera trafiqué et Donc on sera augmenté. On sera augmenté d'une manière voilà. ou d'une autre. Oui, aujourd'hui, les gens veulent être augmentés, mais pas dans ce sens-là. C'est pas la même C'est vrai, c'est augmentation. pas la même augmentation. Bien, alors nous allons gentiment conclure cet échange. Merci beaucoup du temps que tu as passé avec moi et des partages que tu viens de faire. Pour de manière concrète maintenant clore, et comme on a l'habitude de le faire aussi dans les formations que tu animes ou que j'anime, quelles seraient les recommandations, quelles seraient les pistes que tu donnerais maintenant à un manager qui voit 2045 dans un lointain futur? Quelles pistes aujourd'hui concrètement tu lui apporterais? Alors pour arriver en 2045, d'abord, il faut qu'il ait une bonne santé, mais ceci dit, il faudrait peut-être commencer par maintenant. Donc moi, l'essentiel, pour résumer à travers tout ce que j'ai dit, qui était parfois peut-être un peu diffus, mais on est dans du direct, la compétence. La compétence et encore la compétence. Mais avant la compétence, il faut parler d'évaluation. Et l'évaluation, c'est pas quelque chose qu'on fait à coups de doigts levés. L'évaluation, c'est basé sur les faits. Et on doit pouvoir, évaluer les compétences d'une manière beaucoup plus large, éveiller chez les gens le développement de talents cachés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents inexploités. Donc, pour moi, ce qui est essentiel, c'est non pas ce que les gens ont réalisé, qui pourrait présupposer ce qu'ils sont capables de réaliser. C'est d'identifier quelles sont leurs potentialités et au-delà de leurs potentialités, on peut avoir plein de potentiel pour des choses qu'on déteste. Qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel dans les domaines qui les branchent? Et est-ce qu'on peut connecter toutes ces envies, toutes ces capacités qui ne sont pas forcément dans le descriptif de poste justement, pour que ces gens, permettent à l'entreprise de se développer, à la rendre plus performante, innovative, créative, ouverte, de manière qu'effectivement on puisse, relever ces fameux défis qui s'amoncellent les uns les autres. D'ailleurs, on parle de relever des défis, mais il ne s'agit pas de relever des défis, il faut les vivre au présent, les gérer. Ils sont dans l'immédiateté et finalement la vie n'est qu'un défi, c'est continuer à vivre et le mieux possible. Merci Patrick, pour ces mots pleins de sagesse et toutes ces pistes que tu nous as offerts. Bon vent à toi, bonne suite et à bientôt. Et rendez-vous en 2045. Rendez-vous pris. Merci.